cette vidéo, nous allons traiter le traitement des charges indirectes grâce à un tableau spécialement dédié. Je vais commencer par un petit rappel. Souvenez-vous, lorsque nous avons étudié le coût complet d'un produit lors d'un chapitre précédent, nous avions vu que celui-ci pouvait être composé de deux grands types de charges. D'un côté, les charges directes, c'est-à-dire des charges que l'on peut affecter à un calcul de coût d'un produit sans réflexion préalable et sans calcul compliqué. C'est la matière première utilisée pour fabriquer un produit, c'est par exemple le salaire du personnel qui ne fabrique que ce produit. La deuxième famille de charges, c'est la famille des charges indirectes, beaucoup plus embêtantes, car celles-ci vont demander une réflexion et des calculs souvent un peu plus complexes pour pouvoir les affecter au coût d'un produit. On retrouve ceci notamment lorsqu'on a des salariés qui fabriquent ou supervisent la production de plusieurs produits différents, lorsqu'on rencontre des prestations qui sont transversales à plusieurs produits, à plusieurs activités. Et là, il faut mettre en place alors une réflexion des éléments d'hypothèse pour pouvoir répartir cette charge indirecte sur les différents produits concernés. Dans ce chapitre maintenant, nous allons regarder la mise en place du tableau de répartition des charges indirectes. Le principe, le voici schématisé. On a vu qu'on avait des charges qui, après retraitement, allaient être utilisées en contrôle-gestion. Si les choses étaient très simples, nous aurions des coûts de produits, par exemple ici 3 produits A, B et C, et ces charges, on pourrait directement les imputer à chacun des 3 coûts de production de nos produits. Hélas, ça ne fonctionne pas comme ça. On vient de voir que l'on a à la fois des charges directes et à la fois des charges indirectes. Pour les charges directes, le principe ne change pas. On va les affecter sans problème, sans réflexion préalable bien compliquée, à nos 3 coûts de production. Les charges indirectes vont devoir passer par une véritable gare de triage. C'est le fameux tableau de répartition des charges indirectes. On va ainsi déverser nos charges dans ce tableau et mettre au point, par un système de calcul, avec des hypothèses en arrière-plan, la manière dont celles-ci vont pouvoir ensuite être imputées à chacun de nos produits. Ce tableau de répartition, on va le regarder un peu plus en détail par la suite, mais on peut dire que tout d'abord, en colonne, on fera apparaître différentes fonctions de l'entreprise. Là, j'y reviendrai, ce n'est pas aussi simple que ça. En ligne, les différentes charges indirectes qui seront classées par nature, et ensuite leur montant sera réparti entre les différentes fonctions. L'objectif final de ce tableau va être de définir le coût d'une unité d'œuvre. Une unité d'œuvre, c'est, si vous voulez, une activité qui permet de comprendre pourquoi les charges d'un centre ont atteint un certain montant en euros. L'idée étant toujours la même, on va chercher l'hypothèse qui explique l'apparition de la charge. Et quand on calcule le coût d'unité d'œuvre, on va prendre le montant des charges indirectes totales du centre concerné divisé par le nombre d'unités d'œuvre de ce même centre. Alors, quand j'en suis à ce stade-là du chapitre, généralement, on est plutôt dans la confusion. Regardons maintenant un peu étape par étape comment les choses se passent. Voici tout d'abord un exemple de tableau de répartition de ces fameuses charges indirectes. Vous retrouvez ainsi en tête de colonne les fameuses fonctions. On parle en fait de centres d'analyse. Ce sont des centres pour lesquels l'activité est dite homogène. C'est-à-dire que par exemple, si je suis dans l'atelier numéro 1, dans cet atelier numéro 1, c'est exactement la même activité qui s'y déroule. On n'a pas plusieurs familles d'activités différentes. Et si jamais on avait dans notre entreprise, dans des ateliers, plusieurs activités substantiellement différentes, on diviserait alors l'atelier en disant on a une partie atelier 1 où une activité est effectuée et un atelier 2, un atelier 3 où d'autres activités
complètement homogènes sont également effectués. Là, ça nous ouvre déjà une question. Quel est le bon nombre de centres? Eh bien, on n'a jamais vraiment quelque chose qui est tranché. On a plutôt toujours une sorte de mouvement perpétuel qui se déroule, où dans un premier temps, on essaie d'avoir la plus grande précision possible, et donc on va avoir cette recherche de l'activité homogène par centre, et cela amène à multiplier le nombre de centres, et donc un tableau qui va avoir un nombre de plus en plus important de colonnes. Et puis, quand on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une usine à gaz, on fait un rétropédalage et on commence à réduire le nombre de ces fameuses colonnes, donc des centres. Jusqu'au moment où on est plutôt insatisfait en se disant là on a beaucoup trop simplifié, donc on n'explique plus rien, et on repart de nouveau sur une inflation de centres. Les colonnes, eh bien, on va retrouver les différentes charges qui sont à répartir. Et vous voyez sur le bas du tableau, une fois qu'on aura pu faire ceci, on arrive au moment où sont définies les unités d'œuvre de chacun des centres. Où on va avoir des unités d'œuvre qui sont par exemple le nombre d'unités achetées, ce qui expliquerait le montant des charges d'approvisionnement. Plus j'achète de grandes quantités de matières premières, et bien plus cela va me coûter en organisation, vérification, prise de contact, etc. L'inverse étant, moins j'achète un nombre important d'unités de matières premières, moins a priori ça doit me coûter en charge indirecte. Vous avez noté peut-être que dans ce tableau, eh bien, il y a des colonnes pour lesquelles on fait apparaître des unités d'œuvre et des colonnes pour lesquelles il n'y a pas d'unité d'œuvre. Eh bien, simplement, cela est expliqué par le fait qu'on a deux grandes familles de centres d'analyse. On a des centres qui sont en contact avec le produit, qui participent à son élaboration. On appelle ceci les centres principaux. Vous voyez, c'est par exemple des centres comme l'approvisionnement, les ateliers, la distribution. On est sur des centres pour lesquels il y a un apport au produit. Et puis il y a des centres pour lesquels il n'y a pas de contact direct, il n'y a pas d'intervention dans le processus d'obtention du produit. C'est des centres qui donc sont peu importants pour le produit, mais qui peuvent être des centres qui eux sont importants pour les centres principaux. On appelle ces centres des centres secondaires. Deux exemples ici. Un centre par exemple gestion du personnel, qui s'occupe du recrutement, qui s'occupe du suivi de carrière, de la formation, de l'évaluation du personnel, etc. Et on sent que tous les centres principaux ont du personnel. Donc il va falloir que ce centre de gestion du personnel amène des compétences à ces centres principaux. Même chose du côté du centre gestion de matériel. On a un centre qui va s'occuper de l'entretien, de la réparation, etc., du réglage des différents matériels, et potentiellement de nombreux centres principaux ont besoin des services du centre gestion des matériels. Par contre, le produit en lui-même ne voit rien particulièrement d'important dans ce centre de gestion des personnels pour son élaboration. Et puis enfin, pour terminer sur ce tableau, une fois qu'on a défini l'unité d'œuvre de chaque centre principal, on va pouvoir récupérer le nombre d'unités d'œuvre et calculer ainsi le coût de chacune d'entre elles. Et on verra un peu plus tard à quoi ceci peut nous servir. Alors passons peut-être maintenant à la logique de cette répartition pour monter notre tableau. Cette logique se fait en trois temps. Un premier temps, c'est la répartition dite primaire. On a des charges indirectes par nature et on va répartir ces charges suivant la manière dont elles sont consommées entre les différents centres d'analyse du tableau. On dit que là, on est en face d'une clé de répartition. Ce premier travail ayant été fait, on passe à une deuxième étape qui est la répartition dite secondaire. Parce qu'effectivement, là, on a un souci, on a des centres qui sont en contact avec les produits, donc on peut effectivement assez vite voir le lien entre les charges de ces centres et ce qui se passe au niveau des produits. Par contre, on a des centres secondaires, auxiliaires, qui eux ne sont pas en contact avec le produit,
dont a priori on n'a pas un lien direct entre le montant de la charge et le niveau d'activité pour ces produits-là, eh bien, ces charges auxiliaires vont être déversées dans les centres principaux, c'est-à-dire en fait les centres clients. Et enfin, dernière étape, mais celle-ci est finalement la plus simple, une fois que les deux précédentes ont été réalisées successivement, eh bien on peut calculer le coût de l'unité d'œuvre de chacun des centres principaux. Je répète bien, des centres principaux. Illuminons peut-être un peu plus l'affaire, sortons de la brume. On va suivre une entreprise Faxo qui nous donne quelques informations que vous avez ici sous les yeux. Cette entreprise a déjà eu un découpage en 5 centres d'analyse. 3 centres principaux, achat, production, distribution, et 2 centres auxiliaires ou centres secondaires, le centre entretien et le centre transport. Nous avons fait un travail au niveau des charges de l'entreprise, on a repéré 3 familles de charges indirectes, on a les montants de celles-ci, la matière consommable pour 400, des frais de personnel pour 2000, des charges externes pour 800. Et puis surtout, élément très important, on a une clé de répartition, les pourcentages de ce tableau, qui nous permettent de voir la manière dont chacun de ces montants de charges a été consommé dans les 5 centres. Alors là, c'est déjà quelque chose qui est la partie la plus importante, sans doute, du travail. C'est cette capacité à avoir mesuré, suivi les consommations. C'est le plus gros du travail, finalement. Mais ce qui donne un exercice, eh bien, vous est déjà donné. Je peux dire que là, ces clés de répartition, on en verra plusieurs, c'est 80% du travail. Comme la définition, d'ailleurs, des centres d'analyse aussi. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez bien pu voir de manière statistique comment traditionnellement les différentes charges indirectes sont consommées, vous essayez de ne plus retoucher cette clé de répartition. Et elle peut être utilisée de manière aussi prévisionnelle. Une fois que ceci est fait, eh bien, on va pouvoir regarder la consommation de charges pour chacun des centres. Ainsi, si je prends la matière consommable, un montant de 400, 15% a été consommé par l'entretien, soit 60. 10% par le transport, soit 40. 5% pour les achats, donc 20. Et vous voyez, ce travail avec les pourcentages, sur la base de répartition, eh bien, va être effectué sur les 3 grands montants, ce qui vous donne les chiffres apparaissant dans ce deuxième tableau. Et ceci ayant été fait, on peut calculer alors les totaux de la répartition primaire pour chacun des 5 centres d'analyse. Ainsi, le centre entretien a consommé 60 de matières consommables, 100 de frais de personnel, 0 de charges externes, c'est donc 160 € total de charges indirectes de sa répartition primaire. Puis ça sera 300 pour le transport, et ainsi de suite pour les 3 autres centres restants. Au passage, on veillera bien à ce que le total de nos charges indirectes, 400, 2000 et 800, soit 3200, se retrouve bien lorsqu'on fait le total pour les 5 centres après répartition primaire. Je dois retrouver les 3200. Ça, c'est notre première étape, la répartition primaire. Deuxième étape, la répartition secondaire. Il s'agit, je le rappelle cette fois-ci, de prendre le montant des coûts issus de la répartition primaire des centres auxiliaires ou centres dits secondaires pour ensuite les déverser dans les centres clients, c'est-à-dire les centres principaux. Pour ceci, une deuxième clé de répartition est nécessaire, tout aussi compliquée et longue à mettre en place. Ainsi, vous avez ici cette clé qui vous apparaît sur l'écran. Le centre entretien a fourni ses prestations de la manière suivante. 10% au centre transport, 15% au centre achat, 50% au centre production et enfin les 25% au centre distribution. Le centre transport également a des centres clients et a pu ainsi fournir 30% de ses prestations de transport au centre achat,
20% au centre de production et les 50% restants au centre de distribution. Ceci étant fait, eh bien voilà comment ça marche. On va retrouver un tableau qui a été complété de la manière suivante. Ainsi, on était pour notre centre entretien à 160 après répartition primaire. 10% sont à destination du centre transport, soit 16. 15% à destination du centre achat, 24. 50% à destination du centre de production, soit 80. Et enfin 25%, soit 40, à destination du centre distribution. Par convention, l'intégralité des 160 du total de la répartition primaire du centre entretien a été répartie sur les centres clients. Je vais faire apparaître un moins 160 pour bien dire que là, tout a été distribué et il reste après celle-ci plus que 0 de charge. C'est le total de la répartition secondaire pour le centre entretien. Maintenant, le centre transport. Attention à ne pas tomber dans le piège. À l'issue de la répartition primaire, il y avait pour 300 de charges indirectes consommées par le centre transport. Mais ça, c'était uniquement sur la base des charges indirectes issues de la comptabilité. Ce centre transport a consommé des prestations en provenance du centre entretien, 10% des charges de ce centre entretien. C'est donc 16 qui viennent se rajouter. Le montant total de charges indirectes consommées par le centre transport, c'est donc 300 issus de la répartition primaire, plus 16 en provenance du centre entretien, donc un total de 316. Et ce sont ces 316 qui maintenant vont être répartis sur les centres clients. On va donc mettre 30% de 316 dans la colonne du centre achat, ce qui nous fait 94,8. 20% dans le centre de production, ce qui nous fait 63,2. Et enfin les 50% restants, soit 158 pour le centre distribution. Là également, par convention, les 316 ayant été répartis, je fais apparaître ce montant en négatif, ce qui fait que 316 moins 316 nous donne un total de répartition secondaire égal à 0. Les deux centres secondaires ont été vidés de leur charge. Il n'y a plus que les centres principaux qui portent alors des charges. 718,80 au total pour le centre achat, c'est-à-dire 600 de répartition primaire plus 24 en provenance de l'entretien, plus 94,8 en provenance du centre transport. Des calculs similaires ont été faits pour les deux autres centres. Et là, si vous prenez les trois totaux nous restants de la répartition secondaire, vous retrouverez les 3200 de charges que l'on a depuis le début. Troisième étape, maintenant le calcul du coût de l'unité d'œuvre. Alors, j'ai résumé ici maintenant notre travail en prenant que le bas du tableau précédent. Vous retrouvez nos totaux de la répartition secondaire. Et pour calculer le coût d'unité d'œuvre, eh bien, je vais prendre chaque fois le nombre d'unités d'œuvre qui est la mesure de l'activité de nos centres. Donc là, ça veut dire également que je dois avoir mis en place les moyens de mesurer ce qui se passe. Par exemple, dans le centre achat, a été retenu comme unité d'œuvre le kilo de matière première acheté. Sur la période, on nous fait remonter qu'il a été acheté pour 450 kg des différentes matières premières nécessaires à l'entreprise. Avec un peu plus de 718 € de charges indirectes pour le centre achat, c'est 1,60 de charges indirectes qui était nécessaire pour obtenir 1 kg de matières premières. Même travail pour le centre de production. Ici, l'activité qui semble expliquer l'apparition de charges indirectes dans le centre, c'est le nombre de produits fabriqués.
il y a eu 1600 produits fabriqués sur la période étudiée, faisant a priori apparaître 1823 de charges indirectes. On a donc 1,14 € de charge indirecte de production qui est apparu chaque fois qu'un produit a été fabriqué. Et enfin, pour le dernier centre, le centre distribution, il est apparu judicieux que des charges de distribution apparaissaient chaque fois que l'on voulait vendre un produit. Il y a donc eu un total de 658 de charges de distribution lorsque l'on a eu 1400 produits vendus. Cela veut donc dire que chaque fois qu'un produit a été vendu, celui-ci a nécessité 47 centimes de charges indirectes de distribution. Voilà nos trois phases. Vous vous rendez sans doute compte maintenant l'importance de l'information qui est à collecter. Je vous le disais dès le début du premier chapitre, le contrôle-gestion, c'est avant tout quelque chose qui nécessite beaucoup d'informations pour pouvoir fonctionner. Et pour une grande partie de cette information, il faut mettre en place des instruments de mesure, et on sent que derrière, ceci ne fonctionnera bien que si on arrive à avoir suffisamment la confiance des gens qu'on a en face de nous. Et puis enfin, comment sont utilisés ces résultats issus de ce tableau? Eh bien, imaginez que notre entreprise, Faxo, a acheté 100 kg de matières premières et le fournisseur a facturé 10 € hors taxe le kilo de matière première. Pour calculer le coût d'achat de cette matière première, eh bien, je vais pouvoir partir tout d'abord du montant de charge indirecte. C'est en fait notre prix d'achat. Nos 100 kg achetés chacun 10 €. J'ai 1000 € pour la charge indirecte, prix d'achat. Et puis va se rajouter la charge indirecte d'approvisionnement. Celle-ci va pouvoir nous être fournie par notre tableau. Vous retrouvez celui de notre diapo précédente. Ainsi, on sait qu'il y a eu pour 1,60 € de charge indirecte d'achat chaque fois qu'un kilo de matière première est acheté. On a acheté 100 kg, 1,60 € de charge indirecte par kilo acheté, c'est donc 160 € de charge indirecte d'approvisionnement qui ont été nécessaires pour notre achat. En faisant la somme de tout ceci, on peut donc dire alors que l'on a un coût d'achat unitaire qui est de 11,60 € le kilo de matière première achetée. Voilà la manière dont ce tableau est utilisé. Ça sera la même chose si je suis en train de vouloir connaître le coût de production d'un produit fabriqué, mais également quel peut être le coût de revient. Chaque fois, le tableau va me donner la partie charge indirecte de ces coûts. Voilà, je vous remercie de votre attention.